Ok. Du coup, bonsoir. Euh, du coup, je pense que tout le monde sait que je m'appelle Thomas, que je suis d'Attila, bla, on s'en fout du coup. Ces slides seront disponibles sur mon site après, si vous les voulez. Notamment parce qu'il y a des liens à la fin, des liens vers des articles et tout, si vous voulez les lire. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de garbage collection, ce qui se traduit par glaneur de cellules ou ramasse-miettes en français. Euh, L'idée, ça va être, si vous regardez ces bouts de code, le premier c'est en C, où on va ajouter un nœud à une liste chaînée. Donc on va malloc le nœud, comme d'hab, donc on fait une allocation sur le tas. On va faire des calculs, et après on va libérer la mémoire. C'est assez classique en C, voilà. Et la même en Python, on va ajouter quelque chose au bout de la liste, on va faire nos calculs, et hop, il y a free qui a disparu. Et en fait, c'est parce que Python est équipé d'un garbage collector qui va gérer automatiquement la mémoire pour nous. Donc, il va libérer la mémoire pour nous. L'idée, c'est que, donc alors, comme on me l'a fait remarquer tout à l'heure, ici, on va s'occuper de libérer la mémoire, de comment on va gérer la libération de la mémoire. Pas de comment on va l'allouer, parce que on souhaite libérer plusieurs types de mémoire, dont de la mémoire qui n'est pas allouée sur le tas comme ici. Donc on va parler de mémoire en général. La zapette, elle marche plus. Ah si, elle marche. Voilà. Donc un garbage collector, il va s'occuper de la désallocation de mémoire pour nous. Donc il n'y aura plus de free ou de delete en C++ ou tous ces mots-clés-là. Il va garder une trace de toute la mémoire qui va être libérable à n'importe quel moment du programme. Et en fait, pour résumer en une ligne ce que ça fait, c'est que si personne n'a un pointeur vers un bloc mémoire donné du programme, eh ben, le bloc mémoire ne sert plus à rien, donc autant le libérer pour pouvoir utiliser la mémoire pour une future allocation plus loin dans le programme. J'ai mis une petite liste de langages qui sont équipés de garbage collectors. Donc on a Lisp, Python, C#, D, Haskell. Il y en a une blinde d'autres, et il y a des dérivés, et voilà. Mais c'est les principaux. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, en pratique, c'est est-ce que tous les types de blocs mémoire sont... est-ce qu'on peut les gérer automatiquement? Est-ce que, par exemple, la mémoire qu'il y a sur la pile, est-ce qu'on peut ne pas la... Est-ce qu'on est capable de la gérer aussi? Voilà. À quoi ça ressemble un algorithme de garbage collection? Comment ça va se manifester dans la manière dont on va exécuter nos programmes? Et qu'est-ce qui se passe dans le cas un peu pourri où on a plusieurs fils d'exécution en parallèle? Voilà, parce que qui dit parallèle ou concurrent dit la mémoire, ça va être chaud. Pour vous donner une petite timeline, les garbage collectors, c'est apparu dans les fins des années 50, donc dans l'univers Lisp, et on travaille dessus depuis lors. Voilà, donc par exemple, le premier garbage collector parallèle, je vous expliquerai ce que c'est plus tard, c'est apparu dans les années 80, et sinon, en Python, le premier vrai garbage collector, il est apparu en 2000, avec la version 2.0. Voilà. Donc pour les basiques, qu'est-ce qu'on veut pouvoir gérer? Donc tout ce qui est alloué sur le tas, à savoir tout ce qui est alloué par malloc, et tout ce qui n'est pas accessible. À savoir accessible, c'est, mettons que vous avez une variable dans votre programme qui va pointer vers un bloc mémoire. Si ce bloc mémoire est en fait un pointeur vers un autre bloc mémoire, bah, ça fait une liste de blocs mémoire, et vous n'avez pas envie de libérer l'espace au milieu. Vous avez envie que tout ce qui est accessible d'un pointeur à un autre pointeur à un autre pointeur ne se soit pas libéré. Mais par contre, tout ce qui n'est pas accessible, à savoir, par exemple, vous faites une liste chaînée, vous libérez le premier maillon, bah, tout le reste de la liste chaînée, vous allez vouloir le libérer parce que de toute manière, il est plus atteignable. Donc, c'est ce qu'on appelle des blocs statiques non accessibles. Et les non accessibles, c'est en italique parce que la définition d'accessible diffère un peu selon les langages de programmation. Voilà. Donc, je vais vous donner un premier exemple.
Ça, c'est le truc qu'il y avait en Python dans les premières versions. L'idée, ça va être que chaque objet en mémoire, donc chaque bloc mémoire, on va garder un nombre avec, qui va être le nombre de références qui pointent sur lui. Donc le nombre de pointeurs qui sont égaux à son adresse mémoire. Et l'idée, c'est qu'on va le libérer, on va faire free dessus une fois que ce nombre atteint 0. C'est relativement simple, c'est cool, ça marche, sauf quand ça marche pas. Et ça marche pas quand il y a des références cycliques. Ce qui est assez logique, quand vous avez un cycle, jamais ça va tomber à 0. Il y aura toujours un des trucs qui sera 1, il ne sera jamais libéré, même si le cycle est tout seul et que le cycle en lui-même n'est pas accessible. Ça mériterait un dessin, j'ai pas eu le temps de mettre des dessins, j'en suis désolé. Mais je pense que vous voyez à peu près de quoi ça cause. Donc là, par exemple, ça c'est un truc qui, dans les premières versions de Python, faisait une fuite de mémoire. Donc on appelait makeCycle, on définissait L, donc on créait un bloc mémoire qui représentait une liste vide, on le faisait pointer vers lui-même, donc on faisait un cycle. Ça c'est du Python parfaitement légal. Et voilà, c'était jamais collecté. C'était la fête, on avait des fuites partout, et voilà. Et c'est la même chose en PHP, sauf que PHP l'a pas réparé. Bisous. Voilà. Donc on a une autre manière de faire ça, qui est, on va partir d'un ensemble de racines qui vont être les blocs mémoire, on est sûr qu'ils sont accessibles, à savoir ce qu'on a dans notre bloc actuel, dans notre fonction, ce qu'on a comme variable statique dans le programme, et entre autres choses. Et on va parcourir tous les pointeurs qui partent de là. Et donc en fait, c'est un parcours de graphe classique. On va tout parcourir, on va tout marquer, et tout ce qui n'est pas marqué, donc on fait une passe linéaire dans la mémoire derrière, tout ce qui n'est pas marqué, on le jarte. Voilà. Donc ça s'appelle un mark and sweep, et c'est en gros, c'est l'algorithme le plus abouti qu'on ait, le reste c'est que des dérivés de ça. Et donc on part de la call stack actuelle et des variables globales. Sauf que ça marche jusqu'à temps que ça ne marche plus. L'idée c'est que ça va interrompre votre programme d'un seul coup pour faire la garbage collection. Et ça va scanner toute la mémoire. Donc quand vous avez des tas qui atteignent quelques gigas ou quelques centaines de gigas, bah, c'est pas cool. Sachant que ça stoppe le runtime, mais ça le stoppe de manière non déterministe. Genre des fois ça va s'enclencher, bim. Ça veut dire qu'entre plusieurs runs de programme, vous allez pouvoir avoir des temps d'exécution complètement différents. Et ça c'est pas très cool. Et en plus, bon, si vous avez par exemple un SSD ou de la RAM un peu cheapos, ça va flinguer votre mémoire parce que toutes les 10 secondes, on va tout scanner, ça va être un peu nul. Donc on a une parade contre ça. L'idée, c'est qu'on va faire la même chose, mais on va garder des informations d'accessibilité au runtime. C'est-à-dire que dès qu'on va allouer quelque chose, on va le marquer comme accessible. Dès que de temps en temps, on va se dire « Ok, je vais regarder qu'est-ce qui n'est pas accessible et tout ». Et à certains moments donnés, on va piocher là-dedans, donc sans faire le scan, et on va dire « Ok, tout ce que j'ai marqué comme non accessible, boum, je le jarte ». Et donc on est capable de le faire à la volée. Ça marche bien. Et ça, c'est ce qui est implémenté dans les dernières versions de Python, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, on va parler des trucs un peu fancy. Par exemple, on peut faire de la compaction. À savoir, je ne sais pas si vous avez une idée de comment marche malloc. L'idée, c'est que malloc, ça garde des listes chaînées de blocs mémoire libres pour pouvoir faire de l'allocation. Et donc, il y a de la fragmentation, parce qu'on saute d'un bloc mémoire à l'autre, blablabla. Et l'idée, c'est que là, ici, ce qu'on va faire, eh ben, à chaque fois qu'on va faire un passage de garbage collector, on va tout compacter, donc on va déplacer tous les blocs qui sont encore libres pour qu'ils occupent un espace contigu en mémoire. Donc on défragmente la mémoire en cours d'exécution du programme. Ça veut dire que l'allocation mémoire derrière, ça va être super simple, il y a juste à prendre le premier bloc qui est libre. Et en plus, ça augmente l'usage du cache parce que le cache, ça marche mieux quand la mémoire n'est pas fragmentée. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Ça marche pas beaucoup la zapette. Après,
il y a quelques années, je crois il y a 10-15 ans, on a introduit des générations dans les garbage collectors. Et l'idée, c'est que plus les objets sont courts, enfin, plus les objets sont jeunes, plus vite on va les collecter. Et voilà, c'est exactement ça. En gros, toutes les n allocations, on va faire passer tous les objets encore en vie à la génération d'après. Et donc tous les nouveaux seront des nouveau-nés. Et on va principalement libérer les nouveau-nés. Parce que c'est partie du constat, en faisant des stats sur les exécutions de programme, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'objets qui étaient, beaucoup de blocs mémoire en tout cas, qui étaient utilisés très peu de temps. Maintenant, pour tout à l'heure, dans le programme, je vous ai dit qu'on allait parler de quand est-ce que ça arrive. Et je vous ai dit tout à l'heure, ouais, ça stoppe le runtime, blablabla. Il y en a plusieurs types. Des fois, ce qu'on fait, c'est qu'avec un stop the world, on va stopper l'exécution du programme, on va garbage collecter, on va recommencer. Avec un garbage collector qui est incrémental, on va le faire à la volée. Et avec un garbage collector concurrent, on va le faire en même temps. Ça veut dire qu'on va accéder à la mémoire, même si d'autres chemins d'exécution sont aussi en train d'y accéder. Et ça, c'est pas trop fun à étudier. Mais ça marche très bien, ça va super vite. Et je vous ai fait une petite démo avec du Python récent. C'est l'exemple de tout à l'heure, un truc qui fait un make cycle. Et on voit que quand on appelle le garbage collector, boum, on a collecté 10 objets qui sont les 10 cycles qu'on a créés. Voilà, pour le petit exemple. Et pour parler vite fait de qu'est-ce qui se passe quand on est parallèle ou concurrent, pour le petit rappel, parallèle vs concurrent, deux trucs sont exécutés en parallèle quand ils sont littéralement exécutés en parallèle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a deux fils d'exécution qui sont en train de s'exécuter. Et deux choses sont concurrents quand ils sont censés s'exécuter en parallèle, même si on ne les exécute pas vraiment en parallèle. C'est-à-dire que logiquement, dans votre programme, il y a deux fils d'exécution, mais par exemple, si vous n'avez qu'un seul CPU, ça va sauter de l'un à l'autre, mais les fils d'exécution en eux-mêmes, ils vont croire qu'ils sont tout seuls et ils vont croire qu'ils s'exécutent en même temps que les autres. Donc, un programme concurrent peut s'exécuter en parallèle ou non. C'est un peu comme ça qu'on retient. Voilà. Donc le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des trucs qui avancent en parallèle et qu'on veut faire de la garbage collection. Et souvent, ce qu'on fait, c'est comme tous les threads ont des tas séparés, donc la mémoire, en fait, elle est suffisamment segmentée pour qu'on puisse, en gros, faire de la garbage collection séparée sur chaque thread. Et voilà, ça marche bien, c'est ce qu'on fait dans GHC, c'est cool, ça va vite, c'est nice. Qu'est-ce qu'on fait quand on est concurrent et qu'en plus, on partage de la mémoire, ce qui arrive assez souvent. Et donc, on a des problèmes classiques, à savoir des race conditions, des deadlocks, des trucs comme ça. Donc, en gros, les fils d'exécution se battent pour accéder à la mémoire. Et en plus, il y a le garbage collector qui est en train de dire hey, est-ce que je peux libérer la mémoire que tu es en train d'essayer de voir. Du coup, l'idée, c'est soit on met un log global, donc on stoppe tous les fils d'exécution en même temps, on check la mémoire et ensuite on relâche tout. Soit on fait des logs sur chaque fil d'exécution, donc on les regarde un à un. Soit on utilise le mark and sweep, donc le deuxième algo que je vous ai présenté, mais de manière la version concurrente, qui est trop compliquée pour être expliquée ici, mais qui marche très bien. Sachant que l'idée, c'est qu'il n'y aura pas du tout de blocage ici, on va rien bloquer du tout, mais du coup on le paye avec un temps de garbage collection qui est plus grand. Et sinon, ça c'est ce qu'on a dans les langages un peu de hipster récemment, c'est qu'on met de la structure dans la mémoire des programmes, c'est-à-dire on fait des systèmes de type un peu fancy où on marque littéralement la mémoire et on n'autorise pas, par exemple, certaines constructions de programmes pour que ensuite la garbage collection se passe bien. C'est ce qu'on a en mezzo, par exemple. C'est un truc de chez Gallium, c'est le truc le plus hipster que vous ayez jamais vu. Voilà. J'ai été vite, je suis désolé, j'ai pas trop de temps. Et donc, pour conclure, parce que j'ai une conclusion. Merci. Donc, on a les langages qui sont équipés d'un garbage collector ont de la gestion de mémoire automatique. Ça donne des langages qui sont très haut niveau. Donc, en Python, on n'appelle jamais new, on n'appelle jamais free. On fait un peu tout ce qu'on veut. C'est comme du pseudocode, mais qui s'exécute. Mais par contre, il faut faire très attention à
comment ça s'exécute. C'est-à-dire que si on sait qu'on a un garbage collector, par exemple, je sais qu'en Java, des fois ça peut bloquer genre, toute la JVM. Ou en Python aussi, par exemple, je sais que des fois le garbage collector peut lancer des exceptions qui font crasher le programme. Et en fait, ça s'appelle un trou dans la sémantique du langage, et c'est pas cool. Donc voilà, il faut savoir un peu ce qui se passe en dessous. Et si vous voulez pas savoir ce qui se passe en dessous, allez faire du C++. Voilà. Il y a quelques liens vers, en gros, les différents garbage collectors, sur comment ils sont conçus, comment ils sont implémentés. C'est des articles de recherche, c'est assez violent, mais c'est vachement intéressant. Donc je vous engage à aller les voir. Et voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Et merci de m'avoir écouté. Du coup, d'ailleurs, merci. Enfin, en commençant, merci pour ce talk. Après, je me demandais sur quelle était en fait l'influence d'un garbage collector sur l'exécution. Est-ce que tu en parles vite fait que ça peut bloquer, ça peut être sur un thread séparé, mais en gros, quelle est l'influence réelle, par exemple, sur un programme Python ou en Java, si on veut un langage compilé, sur, sur l'exécution? C'est non déterministe. Et ça dépend de l'implémentation. En fait, ce que je vous ai présenté, c'est le principe, mais après, ça dépend vraiment des langages. Je sais qu'en Lisp, par exemple, c'est un truc assez basique qui bloque tout. Ça veut dire que des fois, votre programme il va s'arrêter, puis il va collecter de la mémoire, et puis ensuite il va reprendre. En Java, c'est ça aussi. En Haskell, par contre, il y a des garanties temps réel sur le garbage collector. Ça veut dire que si votre programme, vous l'avez codé correctement, il tournera toujours dans le même intervalle de temps. Parce que le garbage collector s'interdit de bloquer plus de tant de temps. Ça dépend vraiment de l'implémentation et des choix des développeurs. Donc tu disais que ça posait problème quand ça a arrêté la runtime du logiciel, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre des moments précis où tu vas faire passer le garbage collector et prévoir ces moments-là? Alors, oui et non. Souvent, tu as une réflexion vers le runtime de ton langage. Donc, tu as le droit de dire maintenant, fais-moi une garbage collection. Mais ça dépend aussi des choix des développeurs des langages. Parce que des fois, en Java par exemple, on a regardé tout à l'heure, tu as le droit de dire coucou, est-ce que tu pourrais m'en faire une maintenant? Et Java a le droit de te dire non. En Haskell, tu as le droit de dire fais-moi une garbage collection maintenant, et il est obligé de te la faire. En Lisp, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et en Rust, il n'y en a pas, donc on s'en fout. Mais ça dépend aussi de la liberté d'action que te donnent les développeurs du langage. À un moment, tu as parlé, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut gérer la mémoire de façon automatique tout le temps? Du coup, est-ce qu'on peut? Ou est-ce qu'il y a des cas où on ne peut pas gérer notre mémoire automatiquement ou pas? Ça dépend encore. Je suis désolé, hein, c'est un monde à part, les garbage collectors. Ça dépend de ce que tu appelles mémoire, et ça dépend de quelle mémoire tu veux gérer. En supposant que la mémoire, c'est tout ce qui est accessible à un moment précis, accessible au sens graphe, accessibilité de graphe, accessible à un moment précis de ton fil d'exécution, oui, tu peux le faire. Il n'y a pas beaucoup de... Mis à part dans les situations concurrentes où tu ne sais pas, tu es aveugle sur une partie de ton programme parce que ton garbage collector il tourne dans un thread et qu'il y a un autre bout de ton programme qui tourne dans un autre thread. Là, tu es aveugle sur une certaine partie de ton, de ton exécution globale. Mis à part ça, sinon, tu sais tout le temps quand est-ce qu'une variable va être utilisée ou pas. Ou enfin, est susceptible d'être utilisée plutôt. Non, théorème de Rice, tout ça. Alors, est-ce que l'implémentation d'un garbage collector, du coup, est directement liée à la façon dont le langage est implémenté? Oui, parce que la manière dont on implémente un langage, c'est qu'on implémente un compilo, le plus souvent, et mis à part en C et en C++, ce qu'on produit comme exécutable à la sortie du compilo, c'est le code qu'on fait vraiment, ainsi que un peu de code qui est relié au langage. Par exemple, quand on va compiler du camel, on va compiler aussi on va embarquer le runtime au camel avec son exécutable. Alors, enfin, en C, on s'en fiche un peu parce que le runtime de C, c'est le kernel, quoi. Mais du coup, oui, on embarque un runtime du langage et du coup, on embarque aussi un garbage collector dans tous les programmes.
J'aurais juste une petite question à propos de la nécessité d'un garbage collector, parce que de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être un truc un peu, on va dire un peu de flemmard, où t'as pas envie, par exemple, enfin, tu fais un petit programme, on va dire, qui est assez haut niveau, et que tu le fais un petit peu, on va dire, à la va-vite. Et c'est-à-dire, est-ce que réellement c'est nécessaire d'avoir un garbage collector? Ou parce que du coup, si tu as envie de faire un plus gros programme, où là tu as vraiment besoin de bien gérer la mémoire, tu utilises des langages plus bas niveau. Alors, ça dépend. L'idée des langages haut niveau, c'est que les gens qui codent dans ça, c'est des grosses feignasses, donc ils n'ont pas envie de gérer leur mémoire eux-mêmes. Je suis dev Python, hein, donc je fais partie de ces feignasses-là. Et souvent, tu te rends compte que tu en as besoin, parce que pour faire des petits programmes, de l'algo, des trucs comme ça, tu t'en fiches un peu en vrai. Pour faire, par exemple, un serveur web, la plupart du temps, c'est implémenté avec une requête arrive, tu instancies un objet de la classe qui va traiter la requête, et après tu lances traiter requête, parenthèse, parenthèse. Et donc, si jamais ton serveur se prend, je sais pas, 4 millions de requêtes par jour, c'est-à-dire que tu vas créer 4 millions de requêtes, des 4 millions d'objets par jour, sans jamais les collecter, et au bout d'un moment, ça va péter. Et là, tu es content que le runtime te dise « ça c'est plus utilisé, je vais te le libérer ». Mais effectivement, si jamais, et d'ailleurs c'est le choix de pas mal de grosses entreprises, si jamais tu veux implémenter des trucs qui poutrent vraiment, la plupart, ils le font en C++. Parce que du coup, tu as une gestion beaucoup plus fine de la mémoire. Ou alors, ils le font dans des trucs de hipster comme Haskell, où tu as des garanties sur la libération de ta mémoire. Parce qu'en Python, tu n'as aucune garantie, c'est freestyle, c'est pas la bisou. Ça répond à ta question ou... Très bien. Bon, merci de votre attention. Va voir nos talks précédents en cliquant sur les petites vignettes. N'hésite pas également à t'abonner et à nous retrouver sur land.attila.org. À bientôt.